Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Chuck Nelson. Bonjour Chuck. Salut, Alors pour moi, bienvenue. c'est un petit peu retour dans le passé puisque tu étais notre prof 2002, 2003, 2004 à l'IFEC. On va pouvoir aborder plein de sujets neurologie et comme tu m'as dit avant cette entrevue, la chiropratique c'est très vaste et je suis très d'accord avec toi sur celui-là. Donc on va pouvoir aborder plein de sujets différents. Le premier sujet qu'on va aborder, Chuck, c'est qui es-tu? Mon premier contact avec le chiro, c'était chiro relativement, j'ose dire, primitif. C'est peut-être pas la meilleure façon de dire, mais c'était très très sommaire. Mon chiropraticien me mettait sur le dos, double rotary break, clac clac, un peu aussi peut-être la axis, peut-être jusqu'à C5, C6, selon la force qu'il a fait. Quelques dorsales, double lumbar roll, comme ça, double PI, double AS, des choses comme ça de côté. Et ça, c'était plus ou moins ça. On entre dans le cabinet, 6-7 minutes, on est sorti. S'il y avait du monde, s'il n'y avait pas du monde, on tchatchait un tout petit peu, voilà. Donc, quand je suis allé à Sherman, premier jour, petite orientation, il y avait un grand truc rond, un petit peu ovale, avec deux petits trucs sur le côté. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un grand truc, peut-être 80 cm de large. Et il m'a dit, ouais, ça, c'est un atlas. Je dis, oh, ok, j'ai fait sagement. Et après, je dis, hey, c'est quoi un atlas? Donc, c'est là où j'étais. Bon, petit à petit, Reggie Gold, Doug Gates, Joe Felicia au cours de nos cours. C'était vraiment un collège gung-ho, subluxation based, philosophie pure, extrait directement de Green Books. BJ d'abord, on parlait pas beaucoup de Didi. Didi, c'était un petit peu sur le deuxième rayon de libraire, de bibliothèque derrière les journaux couverts de poussière. Donc, c'était pas tellement Didi, c'était vraiment BJ. Et donc, j'étais formé comme ça. J'avais comme professeur Guy Rickman. C'était Easy Rickman à l'époque, avec une barbe et un afro gros comme ça. C'était assez rigolo. On avait Joe Fleischer, Madman Joe, le chien enragé Joe Fleischer, qui était le fondateur avec Guy Rickman des Renaissance, séminaire de Renaissance. C'était vraiment une brave époque. On était les résistants, derniers Gaulois irréductibles de la chiropractique straight parce que même à cette époque-là, Palmer avait abandonné la foi. Donc c'était une époque très très héroïque. On était presque comme les Juifs à Manassas en train de résister les grandes armées Alors en fait, romaines. alors, toi, t'as grandi à Hawaï, c'est ça? Si je comprends bien, t'as grandi à Hawaï. Non, Non. non, je suis né en Californie. J'habitais à Californie jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et après, ma grand-mère, qui était majeure dans l'armée américaine, s'est trouvée retraite et elle est revenue là où elle est née. Donc, mon père Ah. est né à Hawaï et ma grand-mère est née à Hawaï, mais moi, je suis né en Californie. Et donc, je suis allé passer un peu de temps avec elle. Et je suis allé travailler dans la charpenterie, les constructions, les choses comme ça. C'est là que je suis un peu bousillé mon dos et que Kiro t'a j'ai sauvé la vie. un chiro en ce moment-là. Donc, Et, voilà. et qu'est-ce qui a fait tilt dans ton cerveau pour te dire, bah, je vais quitter Hawaï, je vais quitter ce que je suis en train de faire et je vais aller étudier à Sherman? Oh, je crois que c'est un concours de circonstances. Là, my high school sweetheart, comme on dit, la fille que j'aimais beaucoup depuis que j'étais au lycée, on était ensemble et que ça marchait plus à Hawaï, donc on s'est séparés. Donc j'étais prêt pour un changement. Euh, Plus logiquement, j'aurais dû aller m'inscrire dans une école sur le côte ouest américain, qui était nettement moins loin. Mais Reggie Gold m'avait convaincu que le Sherman College c'était la seule vraie école de chiro. Les autres étaient euh, mixers ou dilués ou ils ont perdu la foi, etc. Donc je suis allé jusqu'à Caroline du Sud. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Isabelle parce que son frère l'avait donné le même spiel, donc il fallait absolument aller à Ta, Sherman. Donc ta femme, non, Isabelle? une Hawaïenne, une ex-Hawaïenne, presque Hawaïenne, et Ça aide. donc, voilà. Donc, Et c'est comment t'as comme fait la connaissance de Reggie Gold? Une petite, c'est mon Kiro, Reggie Gold était en train de faire une petite tour de recrutement. En Ah, West, il est allé à Hawaï, et donc il m'a eu. Ça, j'aimais ouais. bien ça. Il t'a capté. Et donc tu m'as dit que tu avais fait vraiment un beau panel de techniques, AK, TBM, BEST, SOTI, NSA. Et ensuite tu Voilà. es allé plus vers la neuro ou comment t'as fait, qu'est-ce que tu, comment quel est ton chemin dans ces techniques?
tu sais, j'aime le fondateur de Best, il est décédé maintenant depuis quelques années, mais Ted Muller. Ouais. Il a dit une phrase que j'aimais beaucoup. Il avait dit que, bon, j'ai assez de miracles pour me maintenir mon enthousiasme, mais j'ai assez d'échecs pour me garder dans un état de confusion perpétuelle. Et donc, Ouais. c'était un peu là, après même 12 ans de profession. Je savais faire ce que je savais faire, mais j'étais super aiguement inconfortable avec ce que je ne connaissais pas. Hmm. Et bon, étant donné que mon background, ma façon de grandir dans la chiropractique, c'était dans la source de neurologie plutôt, l'intégrité du système nerveux. Après tout ce que j'avais étudié, je dis, bon, une seule chose à faire, c'est d'essayer de comprendre mieux comment ça marche, la subluxation vertébrale. C'est quoi ce truc-là? Parce que c'est un truc. Comment ça marche le système nerveux? Nerve interference. Qu'est-ce que c'est vraiment? J'avais lu une quinzaine de green books A jusqu'à Z. J'ai mis vraiment le nez là-dedans. Et que, bon, c'était très joli sur une question de philosophie, mais point de vue de sciences pures, il y avait 3 ou 4 de green books et quelques monographes faits par B.J. Palmer dans son clinique de recherche, mais que c'était, on n'avait pas vraiment assez de mettre les dents là-dedans. Donc, petit à petit, et que j'ai tombé sur tout bêtement un flyer, une brochure avec Ted Carrick qui démarrait encore un cycle de neurologie Ça, à c'était à combien de temps, ça? ah, ça, c'était, ça, c'est, je crois que probablement après 95, hein. Ah oui. Ouais. Peut-être que 90. Faudrait que je regarde parce que je sais pas si, oui, je crois que j'ai eu mon diplôme. Faudrait que je regarde, mais ou c'est au début des années 90 ou la fin des années 90, mais une bonne quinzaine d'années, sinon presque une vingtaine d'années. Et que donc j'ai fait le premier cycle parce que le premier cycle c'est, je crois que c'est 300 heures de cours. Et donc pour faire la mathématique c'est 25 heures par week-end, donc ça faisait quelques week-ends. Et après on a le droit de postuler pour l'examen. Et que là, pour la première fois depuis que j'ai fait la chiro, j'avais vraiment l'impression que on m'avait obligé d'étudier vraiment et maîtriser un certain nombre de sujets, de connaître un sujet. Et en plus, l'examen, c'est le pire examen que j'ai jamais fait. Quand vous faites l'examen pratique, vous êtes là avec comme un studio de TF1, avec des caméras à droite et à gauche, Ah pour ce ouais. qu'on fait, comme ça on peut contester. Voilà, vous êtes absolument filmé de tous les angles, tout geste que vous faites, c'est filmé du près et les gros plans et tout ça. Et donc, le written exam, c'était 3 jours, je crois qu'on avait c'était essay exam, c'était pas QSCM, c'était essay. Il y avait pour chaque module 1 heure. Et que vous avez besoin de cracher les tripes de tout ce que vous savez sur chaque sujet des 12 modules que vous avez fait. Système nerveux périphérique, système nerveux central, leucodystrophie, désordre de mouvement, tronc cérébral, etc., etc., toutes ces choses-là. Voilà. Et quand j'ai sorti de là, je dis, OK, maintenant, je peux vraiment commencer à apprendre. Parce que quand tu comprends un peu mieux le système nerveux, tu sais quand quelqu'un... Bon, tu prends la technique. Et ce que j'aime, c'est que je peux aller prendre n'importe quelle technique. Je peux regarder, OK, ça marche et ça fait ce que le gars dit que ça fait ou pas. Parce que tu vois, dans chaque séminaire, tu vois les gens qui vont, ah, t'as vu ça? Et c'est quelque chose, 3 personnes dans le groupe l'ont vu et les autres pas. Ou tu vas avoir un muscle fort et les muscles faibles et le gars, il pousse comme un forcené quand il veut que ça soit faible, blablabla. Mais il y a un certain nombre de choses, tu dis, OK, il y a en réalité clinique, en réalité de ce que le gars est en train de dire, mais tout de suite, tu vois si l'explication est pipeau. Okay? Et que ça, c'est une bonne chose avec le neuro. Si l'explication est pipeau, dit, OK, bon, il va falloir qu'on revoie ces explications parce que le gars, il connaît oui ou il connaît pas le système nerveux, comme ça fonctionne. Il connaît le système nerveux, les neurones, les circuits, plasticité, fatigabilité, etc. Il connaît ou il ne connaît pas. S'il ne connaît pas, alors tu prends son explication avec une graine de sel. Et après, tu peux regarder un petit peu plus court au niveau de ces protocoles, et choses là comme ça. Ouais. Donc, comme ça. Et donc revenons-en à la subluxation, aux interférences nerveuses. Comment tu définirais tous ces termes-là maintenant avec le recul?
Ok, bon. Euh, bon, tu sais, au départ, la subluxation telle qu'on nous a appris à Sherman, il y avait quatre éléments là-dedans. Tu as un numéro un, c'est le lack of juxtaposition, donc un déplacement quelque part. On parlait même pas de hypermobile, hypomobile à ce moment-là, c'était un manque de juxtaposition, donc c'était déplacé. Numéro 2, on avait une occlusion de quelque chose, une lumène ou une foramen ou le canal rachidien. Bon, donc occlusion. Et après, on avait perturbation, irritation du tissu nerveux, donc une obstruction ou une déformation physique. Et le quatrième élément, c'est interference de mental impulse. Et le problème, c'est encore une fois, le mental impulse, c'était une construction ou une entité très philosophique de la part de B.J. Palmer que il a démontré scientifiquement, entre guillemets, avec son instrument électroencéphaloneuromentympographe. OK? Un sacré mot à dire. Ça, c'est une forme de mélange de EMG, ECG, OK, et euh, electroencéphalographe. OK? Voilà. Et que c'est lui seul qui pouvait interpréter les graphes, sauf avec Otto Schellenbeck, c'était un ingénieur du moment. Et ça n'a jamais été dupliqué depuis, ni par lui, ni par les autres. Et qu'il a fait un tas de constatations, donc il est devenu son insistance, il a insisté que CO, C1, C2, c'était vraiment le seul endroit qui avait vraiment le remplissage de ces quatre critères de occlusion of an opening, mental impulse, etc. Bon, il est revenu sur ça dans les années 56. Il a dit, OK, on peut avoir des misalignments en bas qui pourraient être une source de perturbation neurologique, mais que c'était toujours tout flou, tout ça. Hmm. Donc, quelqu'un qui veut être un tout petit peu plus euh, solide et un peu concrète et un peu plus objectif, ça laissait beaucoup à désirer. Bien, c'est bon pour l'époque, mais bon, nous sommes en train de parler des fin des années 40, début des années 50. Hein. Donc, je ne préfère pas voler dans les avions de cette époque-là et je ne suis pas tout à fait certain que je veux me limiter aux techniques de cette époque-là non plus. Voilà. Et donc, la subluxation plus tard est devenue une entité de subluxation complexe. Ça veut dire simplement maintenant qu'on peut on peut brouiller un peu nos pistes et faire un paquet de choses comme ça. Quand j'étais en train de terminer les études, on avait un gars qui s'appelle Su, c'est un Coréen, je crois, SUH, qui avait fait pas mal de travail avec, je crois qu'il a travaillé avec les groupes de Petitbon et les autres, pas tout à fait certain, mais que Spinal Biomechanics, il a montré le cervical et combien de pression il fallait faire avec une perte de courbe cervicale et les étirements sur les racines des nerfs et qu'effectivement, il a démontré d'une certaine manière que les racines étaient extrêmement euh, fragiles et que très très peu de pression sur les racines pourrait altérer tout ça. Mais aller de là sur le rachis humain et prouver que c'est ça ce qui se passe vraiment dans l'être humain la plupart du temps, c'est différent. B.J. Palmer lui-même est allé en Allemagne et cherché un spécimen qui était coupé COC en C2 où on voit une occlusion de ça. C'était très impressionnant. On a utilisé ça comme notre modèle en HIO, comme modèle philosophique et scientifique, cette occlusion de l'ouverture à COC en C2. Le problème, c'est que c'est une anomalie neurologique, c'était une platybasie, ok, avec herniation de le cervelet dans le foramen. Ok. Et donc, pendant ce moment-là, c'était une anomalie parce que n'importe qui a passé un peu de temps avec des scanners IRM euh, maintenant, on sait qu'il y a quand même un certain espace qui existe autour le rachis et le moelle épinière au COC c 2 et vraiment parler d'une grosse occlusion, sauf dans les pires de presque dislocation de l'atlas. C'est ça. Donc, notre subluxation ne vient pas, même de COC c 2 ne vient pas forcément d'une grosse pression, sauf dans les cas, probablement 10% du cas, et que ça n'est pas documenté. Donc, voilà, nous encore nous avons ce phénomène, on fait des ajustements, on a 70 techniques différentes, on n'a jamais prouvé qu'une technique est mieux que les autres pour tel et tel problème, on n'a jamais prouvé qu'une technique est mieux que les autres pour même ou la longévité, ou le rythme cardiaque, ou tout ce qui est l'homéostase du corps. Par contre, les gens vont chez vous, chez nous autres, parce qu'ils trouvent quelque chose.
et que je ne crois pas que c'est simplement parce qu'on est des bons tchatcheurs. Je sais que moi, je suis un très très mauvais vendeur de Kiro. Si les gens viennent chez moi, c'est parce qu'ils trouvent quelque chose dans ce que je fais, un peu plus dans ce que je dis. Donc, la subluxation restait encore cette entité. Donc, on est venu sur le complexe de subluxation, Vertebral Subluxation Complex. Et là, on a commencé à voir un peu n'importe quoi et n'importe où. Mais encore, on pouvait justifier un certain nombre de choses parce qu'on avait des très bons résultats avec une variété des personnes qui venaient. Et bon, les améliorations de symptômes, encore, selon quelle niche vous êtes dans la chiropratique, certains chiropraticiens vont pas dédaigner d'organiser ou analyser du tout les symptômes du patient. Ça veut dire uniquement les critères semi ou complètement objectifs ou entre deux guillemets objectifs selon le cas. Et d'autres personnes, c'est purement symptomatique leur approche. Donc encore une fois, j'ai jamais vu une bonne étude qui dit que les gens qui font strict subluxation based, est-ce qu'ils ont des meilleurs résultats en longévité, qualité de vie, fréquence de différentes formes de maladies, on peut de grippe, rhume et les choses comme ça, parce que nous parlons d'un système nerveux plus efficace. Ça, par contre, leur cabinet marche bien pour la plupart. Moyenne bien, parfois, de façon extravagante. Une chose que j'ai remarqué aux États-Unis, que c'est un tout petit peu parfois la même chose en France. Je vois un certain nombre de praticiens qui font des cabinets qui boum, 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 c'est big, 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 big. Ben, beaucoup de chat, beaucoup de lectures, les choses comme ça. Mais après un certain moment, ça s'estompe et les gens finissent par vendre le cabinet et redémarrer quelque part ailleurs et redémarrer un grand cabinet, boum, 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 bang, bang, bang et ainsi de suite. J'ai des copains qui sont des très très énormes cabinets, mais ils ont déjà eu 5 ou 6 ou 7 différentes villes où ils habitaient au cours de leur carrière. Okay. J'ai d'autres personnes qui font pas de chat du tout. Je suis le petit bonhomme des chiropraticiens et ils ne prêchent pas que je peux sauver le monde et je peux tout faire avec la chiro et ils restent un peu discrets dans ce qu'ils font. Et leur cabinet, c'est solide et que ça fait depuis des années et des années. Ouais. Donc, ça serait très intéressant de voir quelle est l'explication que nous donnons à nos patients, quel est le résultat grosso modo qu'on a, combien de personnes dans le cabinet ont 5 ou 6 générations de familles qui viennent toujours. J'ai juste soigné juste l'autre jour l'arrière petit enfant d'une famille. Bon, ben, c'est d'autres personnes qui viennent quelques visites et disparaissent. Donc, moi, je me mettrai pas dans le devant, peut-être le meilleur philo-chiro, pas le plus grand cabinet du monde en chiro non plus, mais je suis probablement parmi les plus curieux des chiro. Parce que je suis jamais content avec ce que j'ai et je cherche toujours un petit peu quelque chose un peu mieux ailleurs. Donc voilà, nous sommes au niveau de subluxation et après, et les techniques extra-colonnes. Est-ce que ajuster un pied pour Didi Palmer, c'était la chiro. Il n'y avait aucun problème à ajuster un pied. Mais pour Sherman, toucher un pied, c'était vraiment un blasphème. Mais je vois tout un paquet de techniques, que ce soit BEST ou SOT ou même Network dans certains contacts. Généralement, c'est la colonne vertébrale, mais de temps en temps, on touche à côté. Est-ce que l'ajustement, si vous touchez un trochanter, est-ce que c'est un ajustement? Encore une fois, nous sommes un petit peu dépourvus d'une vraie définition de la subluxation vertébrale. Et bon, maintenant, là où je suis avec la subluxation vertébrale, je crois que la subluxation vertébrale, c'est un processus, okay, comme une carie dentaire. Donc, un dentiste peut adresser un carie dentaire en plein milieu quand c'est un trou. Un autre dentiste va regarder les conditions qui sont avant que le carie dentaire commence à se faire. Il va essayer d'avoir fait le processus avant que le carie dentaire arrive. Et d'autres personnes vont attendre que le dent est pourri et vont l'enlever. Okay? Et je crois que la subluxation vertébrale pour avoir une certaine euh, analogie avec ça, est-ce qu'on connaît assez bien le processus de la subluxation pour savoir quand il est là, quand il n'est pas là, euh, quels sont les facteurs qui permettent le corps de produire une subluxation vertébrale. Alors, Et que, à ton avis, quels sont ces facteurs? À ton avis, si tu devrais mettre une théorie, quelle théorie tu mettrais? en théorie, ok, c'est un dérangement du système nerveux qui permet qu'une subluxation vertébrale existe, pour moi. Donc, c'est le Okay? système nerveux c'est un dérangement du système nerveux qui engendre la subluxation latérale. Voilà, ou qui permettent qu'il existe, ou même est complice dans son existence. Et donc, redéfinis-moi pour toi la subluxation alors. Parce que tu m'as défini selon Sherman.
il y a 30 ans ou 40 ans, mais tu m'as pas dit maintenant, toi, à l'heure actuelle, comment tu définis une subluxation La vertébrale. définition de Sherman que j'avais, c'est une définition pour moi que quand je vois ça, je suis content comme tout, parce que ça, c'est ultra facile à corriger. Un bon baf, il bouge, le système nerveux est stimulé, le système nerveux inné, si vous préférez, de la homéostase du corps, va se retrouver. Quand c'est vraiment ça, ça c'est un petit peu comme, ça c'est un peu de situation où vous avez, peut-être vous avez entendu parler de Atlas prophylaxis, des choses comme ça, et des mecs qui ont une Ouais, formation de, je sais pas, 6 mois et tapent avec un instrument sur l'Atlas. Donc quand vous avez des trucs comme ça existe de temps en temps, et quand vous faites cette baffe-là et que ça se débloque, très bien. Mais la vaste majorité des subluxations ne se comportent pas comme ça. N'oublie pas que les vieux techniques comme Grandstead, HIO et les Merrick System et les choses comme ça, une fois que vous avez votre listing, vous pouvez laminer votre carte en plastique avec votre listing et c'est votre listing à vie. Once a major, always a major. OK? Mais sur subluxation majeure, ne changez pas. Bon, si la personne était ajustée 3 4 mois plus tard et elle est resubluxée exactement de la même façon, bon, ou la subluxation, c'est l'alpha et l'oméga du problème et que malheureusement, Dieu a fait innate parfaite, la nature est parfaite, mais sauf au niveau de la subluxation vertébrale, c'est là où cette perfection tombe en panne. C'est peut-être vrai. Je n'y crois pas pour un quart de seconde. Oui, mais je dis que moi, je peux avoir tort, mais je n'y crois pas du tout. La subluxation vertébrale, c'est une compensation en perturbation ou la réception d'informations, l'intégration de l'information et l'expression moteur de cette information ne va pas de pair. Il y a une discordance, okay? Il y a un manque de congruité, où nous avons ce qu'on appelle un sensory motor mismatch, où le corps pense où il est, n'est pas où il est vraiment. Et donc il fait une compensation. Et cette compensation va engendrer quelque part, il y a cet ajustement, on va faire une interface qui marche pas si bien que ça. Et très très souvent, ça c'est dans la colonne vertébrale. Parce que c'est assez clair. Essayez de bouger votre troisième cervical à droite. Il n'y a aucun moyen connu dans le système nerveux pour faire ça. Les vertèbres et les muscles intrinsèques des vertèbres sont complètement réflexogènes. Maintenant, si quelqu'un veut sentir comme ça marche, c'est très bien. On met les mains derrière l'occiput, on parle très profondément CO1, C2, on ferme ses yeux et on tourne ses yeux très fort à droite et très fort à gauche. Et que si vous avez la moitié d'une tiers d'une palpation, vous allez sentir que ces segments, ça bouge. Juste pour vous donner une idée, quand vous tournez les yeux à droite, je tourne mes yeux à droite, mon œil droit va activer un muscle latéral, ok? Le lateral rectus muscle. Bon. Et l'œil gauche va activer un muscle médial. Donc mes yeux vont tourner comme ceci. Donc j'ai un muscle actif là et un muscle actif ici. Je ne sais pas si c'est assez clair ouais, dans parfait, le... on voit parfaitement. C'est comme ça. Mais si vous palpez les vertèbres, vous avez sur la même colonne homologue dans le centre du moelle épinière, une colonne des nerfs qui joint les yeux et les trois premières cervicales et la langue. Et aussi, on les muscles médial et latéral. Donc, quand vous tournez les yeux à droite, les premières trois cervicales, effectivement, de moindre degré jusqu'au cinquième lombaire, tous les vertèbres vont ou contracter ou être prêts à contracter, se préchauffer les neurones là, avec les muscles latérales ici et les muscles médiales ici. Donc ça veut dire que les vertèbres vont se serrer de ce côté-ci, mais les apophyses épineuses vont tirer vers le côté opposé. Donc c'est le mouvement couplé. Maintenant, si vous avez une subluxation qui, vous avez une flexion latérale, mais l'apophyse va dans la mauvaise direction, vous avez maintenant un divorce, un sensory mismatch, et que si ça se maintient comme ça, vous avez une erreur de signalisation entre le système nerveux et son expression externe. Et de temps en temps, vous pouvez ajuster ça. Ça va faire une correction de cette sensory mismatch quand les choses sont entre guillemets réalignées ou recoordonnées dans les mouvements. Le système nerveux fait son correction. S'il n'est pas capable de faire son correction parce qu'il est blessé ou d'autres facteurs en train de bombarder ce système de façon plus forte que votre ajustement,
Vous êtes obligé d'ajuster ou manipuler spécifiquement en répétition. Okay? Mais voilà une des éléments de subluxation vertébrale. Si quelqu'un a été blessé, par exemple, un gros choc à la tête, un choc à la tête, par exemple, on a cette idée de contre-coup, mais ce qu'on oublie, c'est que quand vous avez un choc à la tête, les ondes de choc passent par le tronc cérébral. Et que ces ondes sont en résonance ici comme ça, mais le temps que ça arrive dans le tronc cérébral, ça devient ultra rapide et que ça peut sévèrement blesser les neurones. Ces ondes de choc cortical peuvent blesser les neurones dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est là où tout le sensoriel dans la formation réticulaire, de tout ce qui vient de portée corporelle et viscérale, se mélange et que s'intègre en allant vers les yeux, l'intégrateur neural des mouvements des yeux, l'intégrateur neural de votre système. Vous êtes dans l'espace, etc. Bon, s'il y a des hicks dans ces problèmes-là, vous ne pouvez pas, c'est complètement impossible d'avoir une colonne vertébrale qui fonctionne normalement. Qu'est-ce que tu appelles blesser les neurones? OK. Bon, une blessure neurologique, ça peut être par anoxie. Généralement, ce qui se passe quand un neurone est blessé ou physiquement, par pression, ou par un excès de fonctionnement, okay, où vous avez épuisé votre fuel et votre oxygène, et donc le neurone va dépasser ses capacités métaboliques. C'est comme si le marathonneur qui court jusqu'au moment qu'il a une crise cardiaque. Un neurone peut être sollicité au point qu'il est en extrême fatigue. Et que si vous avez 3 ou 4 neurones en ligne et une d'entre eux elle était épuisée, ou les neurones après lui ne vont pas avoir leur signalisation correcte et qu'ils vont être dans un manque d'information. Il n'y a jamais une seule neurone toute seule. Bon, si vous avez ce qu'on essaie de dégénérescence transneuronale, un neurone épuisé et les neurones après, bon, un neurone, comme vous, comme moi, s'il n'est pas sollicité correctement assez fréquemment, il va devenir gros, paresseux, et si tout d'un coup vous le sollicitez trop, vous pouvez le blesser et qu'il peut peut-être pas fonctionner, vous même le tuer. C'est ce qui pourrait se passer par exemple dans les cas de stress extrême, quand les gens sont très stressés d'une façon chronique sur une longue période de temps. C'est pour ça qu'apparaissent des pathologies, c'est justement parce que ces neurones sont un peu blessés par cet excès de... Regardez les soldats qui reviennent avec le PTSD. Post-traumatique dévastateur. Vous savez, les gens qui ont des explosions à côté d'eux, ils n'ont pas eu forcément un gros traumatisme, mais que simplement de ce côté émotionnel plus les chocs, le système nerveux sensoriel n'était plus capable de gérer tout ça et que certaines parties de neurones deviennent shut down, okay, le minimum de fonction. N'oublions pas que le système nerveux contrôle sa propre vascularité. Si vous avez une partie du système nerveux qui fonctionne pas bien, bon, même le contrôle de cette vascularité qui lui donne le contrôle vasculaire peut être perturbé. Okay? Ce que nous avons avec la colonne vertébrale, c'est une merveilleuse manivelle pour envoyer les messages au cerveau et réveiller ces différentes zones. Et plus vous connaissez, plus vous comprenez comment ces différentes zones fonctionnent, moins vous êtes axé sur l'entité de vertèbre lui-même. La colonne vertébrale devient autant un écran qu'un clavier. Okay? Parce que la colonne vertébrale, pour nous, c'est et notre écran et notre clavier de notre ordinateur. Mais dès que vous comprenez un peu tout ça, vous voulez regarder si une personne peut faire une poursuite correctement. Si vous êtes en train de faire une petite poursuite comme ceci, et les yeux, plutôt que de faire comme ça, les yeux font pap, 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 comme ça, bon, ça fait de la perturbation. Et cette personne va manifestement avoir quelque chose qui ne va pas dans la jonction crânio-cervicale. C'est presque impossible que non. Et tu nous parlais de la blessure du neurone, qui est une blessure physique, et il peut y avoir aussi une blessure chimique, avec des médications, aux toxines, etc. Absolument. Regardez simplement les plus grandes sources d'inflammation connues actuellement pour le système nerveux en général, qui engendre c'est maintenant des milliers, des millions de personnes maintenant. L'inflammation chronique, c'est les excès glucidiques. Nous savons maintenant que le système nerveux, les neurones ont très très peu de protection contre les sucres. Ils n'ont pas besoin d'insuline pour absorber les sucres. Des pics de glucidité tout le temps, ça force les choses. Vous savez, le seul guérison reconnue par toutes les instances sur l'épilepsie. Il y a une seule guérison pour l'épilepsie. Une seule. Et ça guérit. Je ne parle pas de correction, élimination de symptômes. Je parle que quand vous faites l'examen après,
vous n'avez plus aucune trace neurologique de l'épilepsie. Ah. Mais ce n'est pas 100%. Mais c'est la seule chose qui laisse les guérisons en partie. C'est à peu près 15 à 20% de guérison pure et dure. C'est un régime cétonique. Un régime isotonique. Un régime cétonique. Vous mettez le corps en acétone, le corps commence à brûler la graisse plutôt que le sucre. Et que ces enfants, 15 à 20% de ces enfants, après 5 ou 6 semaines, sont guéris. Et c'est quoi aussi, en quoi un régime cétonique? Qu'est-ce qu'on donne comme aliment? Vous éliminez les glucides complètement. Ah. On voit les récidives aussi, les rémissions partielles. J'ai jamais vu une guérison personnelle parfaite de Parkinson, mais on voit le ralentissement, on voit un marche arrière des symptômes avec Parkinson. J'ai même une tante à moi faisant juste un tout petit peu d'activité acétonique. Elle a complètement stoppé la progression de son Parkinson. Et que sa sœur, qui avait la même maladie qu'elle, est morte à l'heure. Elle est morte après 6-7 ans après les diagnostics, une démence et malfonction du système nerveux, ce qu'on appelle multiple system atrophy. C'est l'atrophy de plusieurs systèmes, elle est morte de ça. Et elle, maintenant, elle est malade de Parkinson depuis 6-7 ans et elle est stable aussi longtemps, qu'elle mange son petite huile de noix de coco. Bon, je ne sais pas si elle se fait ajuster très fréquemment. Je la harcèle toujours d'aller se faire examiner pour ajuster. Elle habite Michigan. Je vais le voir dans 3 semaines d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, c'est simplement... Donc, t'enlèves tout ce qui est patates, pain, pâtes, tous ces sucres lents aussi, je suppose. C'est n'importe quoi qui fait un pic d'insuline. Même maintenant, bon, on est un petit peu loin de subluxation vertébrale, mais pour vous montrer les choses qui peuvent prédestiner une position ou une position de pré-subluxation vertébrale, c'est le problème aussi de l'inflammation chronique. C'est pas pour rien que vous aviez des chiropraticiens dans les années 10, 15, 20, 30, 1930 qui entraient rouler les manches dans les épidémies de typhoïde et scarlatine et les choses comme ça, ajustées à gogo. Il y avait la population soignée par les chiropraticiens avec quand même les meilleurs résultats dans les épidémies, les choses comme ça, des autres populations. Il y avait même dans les problèmes psychiatriques. Pas loin de Palmer College, je ne me souviens pas le nom de ces grandes cliniques, mais des gens ajustés et récupéraient plus rapidement leurs problèmes psychiatriques que les personnes non ajustées. Mais c'était une autre population avec une autre façon de vivre, une autre façon de manger, une autre façon de vivre, beaucoup, beaucoup plus actifs. Regardez simplement pour la colonne vertébrale l'activité des fibres rapides, lentes et intermédiaires. Bon, vous avez besoin de certains moments que la colonne vertébrale a besoin de bouger très rapidement. Donc, si vous n'avez pas bougé rapidement comme un enfant, votre colonne vertébrale va gérer moins bien ces mouvements rapides. Mais que vous avez aussi besoin de ces fibres lentes, dans le long terme, par une fatigue qui dure dans le temps, pour maintenir l'intégrité de la colonne vertébrale. Et tout ça, c'est géré par ce système central, le nous intrinsèque, qui s'est fondé par très peu le cortex, beaucoup le ganglion de base, l'intégrateur de vision et de mouvement de la tête dans le tronc cérébral, et que le cervelet. Toutes ces choses-là sont directement liées avec les fonctions de vertèbre. Vous avez l'impression que l'être humain a plus de mal à se guérir aujourd'hui qu'avant, qu'il y a 30, 40, 50 ans? Oui, les gens qui étaient plus costauds autrefois, mais une chose qui nous a sauvé la vie, c'est notre vie est beaucoup, 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 beaucoup plus complexe. Et que plus vous avez de complexité d'une vie, de plus vous allez avoir un cortex développé avec beaucoup plus de connexions dans le cortex. Et que donc, voilà, vous regardez Steve Hawkins. Ok, ce gars-là, il a sclérose latérale amyotrophique, il devrait être mort depuis 40 ans, il est toujours là. Il y a une telle cogitation d'activité frontale à tout moment que ça maintient une activité qui bombarde son tronc cérébral et tous les centres vitaux sont là, bien qu'il ait très, très, très peu d'activité variée qui vient de son système nerveux périphérique pour animer le corps central. Généralement, une règle générale, et c'est lui l'exception qui prouve un peu la règle, généralement, vous paralysez le corps trop longtemps, le système nerveux va petit à petit slow down, wind down, et que vous avez besoin d'une activité compensatoire pour maintenir les neurones en activité. Votre colonne vertébrale, votre axe central, cette antigravité, activité antigravité, c'est directement ce qui bombarde la partie plus centrale de votre cerveau, exactement votre système vestibulaire, votre système oculaire
réflexogénique au niveau des yeux. Tout ça, ça joue ensemble. C'est une danse, c'est un ballet merveilleux à chaque instant. Et que c'est là où se trouve l'intégrité de notre colonne vertébrale. Si ça ne fonctionne pas, la colonne vertébrale ne fonctionne pas. Et dans ton centre chiropratique, c'est justement ce que tu observes, ce balai, ce que tu cherches en première visite, c'est à regarder ce balai entre toutes ces fonctions neurologiques. Première chose que je fais, c'est que les patients vont faire marche arrière, marche aller-retour. J'ai la chance d'avoir une pièce qui a fait à peu près 7 mètres de long, donc j'ai un peu d'espace de 6 mètres, 6 mètres, 6 mètres et demi. Et donc, ça va en fait marcher aller-retour. Et je regarde. Je regarde le balancement des bras, si les gens ont tendance à pencher plus d'un côté que l'autre. Après, je dis, OK, maintenant, on fait un aller-retour marcher, mais je les donne une double tâche. Lorsque vous marchez, recitez les mois de l'année à l'inverse. Ou faire une mathématique, 100 moins 7, moins 7, moins 7, moins 7. Ou imaginez que vous êtes en train de faire marche arrière de mon cabinet jusqu'à votre voiture, jusqu'à votre maison, en marche arrière. OK? En même temps. Et vous regardez, est-ce que certains éléments de cette démarche sont perturbés par ça? Certaines personnes, vous faites cette démarche-là, ils marchent mieux. Plus le cerveau est branché par les différentes zones-là, plus la colonne vertébrale, ça fonctionne bien. Et après, je les fais revenir, et maintenant, vous voyez, j'ai un petit ballon, vous savez, des ballons, vous pouvez mettre assis dessus, j'ai un petit hippopotame dessus, et tout ça, c'est monté sur un petit des trucs pour boncer dessus. Hein? Un petit. Vous savez, Une selle. non, non, c'est les enfants qui sautaient dessus, c'était un truc Ah, rond, c'est le jumper, oui, c'est un ballon de jumper. Ouais. Les un ballons que vous sautiez comme ça. petit trampoline. C'est une mini trampoline. Donc j'ai une mini trampoline avec une bouée, avec un ballon rond, parce qu'ils utilisent pour les différentes choses, un petit hippopotame. Donc marchez, fermez les yeux, marchez droit du lit. Tu t'amuses bien dans ton cabinet. Hein. Les enfants vont les peluches comme ça, c'est cool. Donc les gens marchent droite vers l'hippopotame. Et je regarde s'il va à droite ou à gauche. Est-ce que c'est parce qu'ils ont tourné? Est-ce que c'est parce qu'une hanche se déplace plus d'un côté que l'autre? On regarde les pieds, les choses comme ça. Et après, je fais demi-tour. Et maintenant, ils vont piétiner sur place avec les bras devant comme ça, les yeux fermés. Les tests de Fukuda, ils vont faire ça 30 secondes. Et je compare les deux tests. De temps en temps, les gens marchaient à droite, mais ils vont tourner à gauche. De temps en temps, ils roulent le ballon à droite, mais ils vont tourner à droite. Et qu'il y a différentes variétés. Donc ça nous fait tout de suite soupçonner différentes parties du système nerveux, des choses comme ça. Et on regarde dans leur posture. Les droitiers ont une posture un peu classique. Les gauchers aussi ont une posture un peu classique. Est-ce qu'ils ont en synchronisation avec leur main dominante ou pas? Certains droitiers se ressemblent aux gauchers. Je me demande pourquoi. Et après, je vais mettre sur une petite plateforme qui mesure le centre de gravité. OK, ouverte, les yeux fermés, les pieds joints et les pieds séparés. Et je mesure ces quatre choses-là. Puis après, c'est le fil à plomb. Et après, c'est le motion palpation. Donc, je fais tout un paquet de petits examens avant même que je touche la patient et que j'utilise quand même des réflexes un petit peu parce que s'il y a un blocage de C5 et que ça crée vraiment une perturbation d'impulsion, on devrait quand même voir une trace au niveau de force musculaire, segmentalement, ou une perturbation de réflexe ou une perturbation sensorielle. Et que les choses se déroulent un petit peu comme ça. Donc, une bonne demi-heure pour un premier examen, ça, c'est un peu ça. Ça tire beaucoup de cas neuro. Comment? Il y a beaucoup de personnes avec des cas neurologiques qui viennent te voir ou t'as de tout? Des gens qui ont mal au dos, des migraines, des choses comme ça? Parce que tout le monde, c'est des cas de neuro, mais par exemple, j'ai eu juste 2, 3 semaines, un gars et son cousin, ils ont entendu parler de moi, c'est une qui était référée par un collègue, c'était SCA, c'est SCA, Spinal Cerebellar Atrophy. Okay? Bon, avec les deux cas, j'ai fait un ajustement dorso-lombaire, parce que moi, j'ai toujours étonné quand j'ai commencé à regarder les colonnes dorso-lombaires, personne ne fait attention à cette jonction dorso-lombaire. Mais si vous regardez la colonne lombaire, ça tourne à peine. Il n'y a presque pas de rotation du tout dans les lombaires. Alors vous arrivez au 11e dorsal et vous avez toute la mobilité, rotation que vous voulez. Et personne ne regarde ça. Donc c'est vulnérable, ça se bloque. Et la plupart des gens sont bloqués là. Heureusement, nous avons un très bon petit signe clinique, un petit réflexe qui va avec ça, parce que l'origine des trapèzes se trouve dans cette zone-là. Et quand ça s'est bloqué là, le système est plus complexe. Le buste ne tourne pas correctement. Mais les épaules ne se lèvent pas en abduction non plus. Le corps est un peu bloqué dans une réaction de défense où le trapèze et les épaules sont bloqués. Bon, quand vous voyez ça, vous débloquez un gars là, tout d'un coup, vous avez doublé l'information qui revient au cervelet, juste par articulaire. Et le gars fait son aller-retour, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Je marche mieux. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour le cortex,
pour qu'il donne un petit coup de main au cervelet. Alors, Donc, qu'est-ce qui va se passer au moment où tu as juste cette T11 ou cette T12? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la vertèbre? Est-ce qu'elle bouge la vertèbre? Est-ce que c'est les mécanorécepteurs de la vertèbre qui vont s'aligner, comme tu nous expliquais, avec les mécanosensoriels? Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de ton ajustement? ok. Si vous ne changez pas un schéma de comportement dans le système nerveux, vous avez, à mon sens, dans le long terme, uriné dans un Stradivarius. Ok? Voilà. Et c'est dans Quoi? l'avion. Voilà, ouais. Et parce que si le système nerveux ne change pas, ça c'est mon interprétation de ce qu'on avait dans le philo basique, que nous avons un adjustment, c'est une external invasive force, une force externe invasive, tac, qui rencontre la force résistive de innate. Ça fait une concussion, paf, un choc de force que le corps utilise en sens vibratoire pour remplacer le vertèbre là où il faut. C'est très joli, très philosophique, très statique. Bon, je dis que moi, j'irai un petit peu plus loin. Cette invasion, ça fait un changement du statu quo de comportement. Et cette statu quo de comportement signale une erreur de la même chose, la même chose, la même chose, quand le corps devrait être en train de constamment évoluer et qui finit par un comportement semblable tout le temps. Donc pour moi, une des définitions de subluxation, c'est un processus où nous avons un ou plusieurs segments restent statiques devant différentes formes de stimulation et leur comportement reste pareil. Or, si tout marche bien, à chaque changement, c'est comme ça que vous savez, dans le NCM, on avait un pattern ou pas dans le pattern thermique, ok, et vous ajustez uniquement quand la personne était dans le pattern répétitif. Il était dans son question figée. Et B.J. Palmer lui-même, il avait un grand truc, il disait partout dans les bouquins, the hoboing roving subluxation. Ça veut dire la subluxation SDF. De temps en temps, il est chez lui, et de temps en temps, il n'est pas chez lui. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là. La vagabond, la subluxation vagabonde. Tout à fait, la subluxation, hoboing roving subluxation, le vagabond itinérante, subluxation itinérante. Et quand il a dit ça, mais qu'est-ce que c'est que ce merdouille-là? Je ne comprenais pas. Et parce que j'ai pas pu faire un internat à B.J. Palmer Clinic, lui, j'ai resté. Mais que ça me restait là-dedans. Et que j'ai réalisé que s'il est fini par faire ces chocs, ces interventions toujours à cette zone ici, il devrait y avoir quelque chose de spécial là. Donc ça m'a fait graviter vers les techniques telles que Petit Bon, le NUCA, National Upper Cervical Chiropractic Association, les choses comme ça. Et que je veux à travers eux que vous pouvez intervenir de très très doucement au niveau de la place et faire un changement. Vous imaginez ce que vous êtes en train de faire quand vous reconnaissez l'intime relation, palpez vous-même comme je vous l'ai montré, l'intime relation entre les yeux, l'oreille interne et les 3 ou 4 premières cervicales, et que même les directes lignes neurologiques, vous trouvez ça dans les bons livres de neuroanatomie, les réflexologies directes entre le cervelet et les 4 premières cervicales. Ça, c'est les connexions directes en croisée. Et voilà. Donc, quand j'ai vu ces hoboing roving subluxation et cet atlas, et j'ai vu des people de NUCA ou Grostic ou d'autres techniques ultra douces avec les petites clics, certaines formes d'activateurs, faire les petites interventions et avoir des changements monumentaux, nous devrions tous en train de chercher le moyen le plus doux pour intervenir. Et sans parler des networks et les choses comme ça, network, best, certaines autres techniques, etc. Nous devrions tous en train de regarder les moyens les plus doux pour entrer là-dedans, pour faire un maximum de retour. Mais encore une fois, est-ce que le système nerveux est en train de réagir instantanément et d'une façon assez claire des exigences de l'environnement à un moment donné? Environnement interne, environnement externe. Et que pour moi, ça, c'est une subluxation, mais cette subluxation n'est pas une définition, c'est un processus. Donc c'est un processus de perte d'adaptation du corps, perte de flexibilité et d'adaptation du corps. Et que les pires des subluxations sont ceux qui sont en train de faire une mauvaise adaptation. Il y a tellement une erreur qu'ils sont en train de faire une source d'irritation neurologique supplémentaire. Et là, vous pouvez voir dans la forme de dystonie, ou des formes de subluxation répétitive, ok? Ou la perte d'intégrité complètement, par exemple, un spondylolisthyse, des choses comme ça. Mais voilà. Donc, chaque subluxation vertébrale, c'est effectivement une partie de toute une chorégraphie.
Et quand je te parle de chiropractique et de neuroplasticité, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui a de l'avenir? Ouais, ouais, ça c'est, oui. Si on ne regarde pas dans ces chemins-là, les psychomotriciens vont nous dépasser. Des petites franges des ostéos qui commencent à s'éduquer correctement, au moins en France, vont nous dépasser. Euh, on le voit maintenant, nous voyons des cabinets de neurologie fonctionnelle qui n'ont jamais étudié la chiro du tout. Ils ont des autres, ils ont des choses comme ça. Regardez simplement leur rééducation vestibulaire. Euh, vous n'êtes jamais demandé pourquoi certaines personnes vont avoir mal au dos, ou un torticolis, ou un blocage dans la nuque répétitif, et qu'ils vont aller tout de suite chez un acupuncteur. Ils vont sortir mieux. Est-ce que nous avons le droit, nous les chiro, de dire que oh, chaque fois c'est un placebo, la personne ne peut plus simplement pas sentir ses subluxations? Bon, on peut le dire, mais on devrait peut-être examiner ces personnes-là avec nos critères et nos paramètres chiro. Il va se faire une, je ne sais pas combien de séances que c'est nécessaire pour faire, mais en tout cas, il va revenir. Et on va voir. J'avais un de mes collègues, Ben Bolsenbrook, j'adore ce gars, c'est un chironeuro comme moi. Et je ne sais pas où il était, mais qu'il était, je crois que c'était de convention, ne me citez pas à 100%, mais il était, je crois, une convention de chiro de Néerlande, de Hollande. Et, et que le gars, avec la subluxation station, était là, en train de me montrer, c'est vrai que la thermographie, électromyographie, subluxation station, c'est Kent Engine Tempo, je crois que c'était les gars qui fondaient ça. Très, très philo, très straight. Tu as un EMG pour me mesurer le spinal stuff et un double capteur thermique qui vous passe le long du dos pour le graphique thermique, les choses comme ça. Donc, ça veut dire subluxation station. Je crois qu'il y a un autre élément là, mais je ne me souviens pas. C'était peut-être une carotone ici. Okay. Et Ben Bolsenbrook regardait le gars, il remarque qu'il y avait un petit head tilt et des choses comme ça. Un petit quoi? Un little head tilt, juste un petit déviation de tête comme ça. Et donc, juste comme ça, et puisqu'il connaissait le gars, il disait, attends, avant que vous faites un deuxième examen, vous faites examiner. Maintenant, ne touche pas. La simple a pris le doigt. Il a craqué le doigt comme ça. Maintenant, fais le test. Et regardez, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tout leur schéma était absolument changé. Parce qu'en ce moment-là, le grand droit était un canal directement vers un partie du système de cervelet et système cortical chez cette personne. Et quand ils ont fait ça, le cortex tout de suite a fonctionné un peu différemment et que le casquette, ça a vu dans la colonne vertébrale à travers l'électromyographie et la thermographie. Et pour eux, ce qu'ils ont vu, c'était impossible. Pourquoi? Parce que eux, fallait ajuster un vertèbre, qu'on enlevait la pression sur un nerf, et ça, c'était comme ça, on changeait le schéma neurologique. Bah, Ah non. ouais. Donc, vous pouvez commencer à ajuster les majeurs et les doigts de la main dans votre cabinet sans aucun problème. Non, mais, mais que je ne fais, il m'arrive très rarement de voir quelque chose de très spécifique dans une colonne, ok, et que je vais faire quelque chose d'extrémité très précisément pour changer ça. Le finesse n'est pas si précise que ça. Pas encore, pas encore. Non, mais quand on va comprendre beaucoup mieux, mais on peut bouger certains yeux dans certaines façons pour influencer les raideurs de la nuque. Ça, c'est assez clair. Ok. Maintenant, j'ai eu des personnes, par exemple, que je suis en train de travailler un scalène et je trouve le scalène qui relaxe et la personne commence à bouger. C'est généralement c'est le cheville de l'autre côté. Ça, c'est bizarre. J'avais toujours une petite tension dans cette cheville. Quand on me débloquait le scalène ici, je sentais mon cheville qui s'est relaxé. Ça, c'était plusieurs fois. Intéressant. C'est comme ça, voilà. Et de temps en temps, vous allez ajuster, par exemple, j'ai plusieurs fois ajusté un atlas et un genou recalcitrant se lâcher. Okay? J'ai eu aussi des personnes que j'ajuste un C2, C3, faire une grippe sur la table. Carrément, la température s'est montée, il commence à rouvre, commence à transpirer, il fait une grippe d'une semaine. C'est un gars qui s'est en train de haranguer pour arrêter de fumer parce qu'il fumait trop. Il a fait une grippe pendant une semaine et après, la semaine de grippe, il était tellement dégoûté, il ne fumait plus. Donc, point de vue viscéral, nous sommes dans les mystères. Je peux vous donner des très jolis modèles comme ça pourrait marcher, mais franchement, je ne sais pas si ça marche comme je dis que ça marche.
Mais j'ai ajusté des enfants, que vous savez, des enfants qui viennent, par exemple, pour patraque pendant 2, 3 semaines, des petites fièvres, des choses comme ça, ils étaient pas bien. Il fait un ajustement. Bon, le lendemain, l'enfant fait un fièvre de tonnerre après l'ajustement. Et là, après le lendemain, la maman ramène chez le médecin, mais la fièvre était déjà cassée et le médecin dit que j'ai jamais vu ça. L'enfant a fait un scarlatine frustre. Première fois que je l'ai vu, j'ai entendu parler, mais c'est pas la première fois que je l'ai vu. Moi, il était pas pendant 2, 3 semaines, j'ai fait un ajustement, il fait un fièvre, le lendemain, il est déjà en train de récupérer son scarlatine qui sortait avec 2, 3 petits boutons sur le ventre, et c'est le médecin, parce que moi, scarlatine, rubéole, ça peut être le peste noire, je ne verrai pas la différence, parce que je suis pas du tout euh, Diagnostiqueur. informé correctement dans ce qui est dermatologie et les choses comme ça. Ok, voilà. Mais en Et, tout cas, si, oui. Donc, moi, j'adore ajuster la colonne vertébrale. J'adore, mais je peux vous dire que j'ajuste la nuque nettement moins fréquemment maintenant qu'avant. quelle Oui, composante, parce que je n'aime pas quand on m'ajuste la nuque maintenant. Mon cou l'aime plus. Fait que je fais laisse les gens de temps en temps faire, mais généralement, je finis par souffrir plus après la manipulation. J'appelle ça manipulation parce que pour moi, un mauvais ajustement n'existe pas. C'est un ajustement, c'est un ajustement, mais une manipulation peut être spécifique, mais spécifiquement bien ou spécifiquement mauvais. Et que très très souvent, les gens me font des trucs comme ça, et évidemment, c'est une manipulation que mon corps n'aime pas. Et donc, les internal invasive force se fâchent un petit peu parfois. et quelle composante philosophique de la chiropractique tu utilises dans ton cabinet tous les jours? Est-ce que tu prends en compte l'intelligence innée du corps? Est-ce que tu prends en Ah compte oui, l'intelligence universelle? Est-ce que c'est des choses qui ok. Moi, t'intéressent ou ça? vous savez, j'ai remplacé tous mes instruments thermiques par un caméra, c'est un coque infrarouge pour brancher sur votre iPhone. Et c'est le plus précis truc de thermographie que j'ai jamais vu. Ça coûte 350 euros. Ouais. Ça, c'est bon pour Android et pour iPhone. Et ça se branche dessus. Ça vous fait une superbe image thermique. Comment ça Euh, s'appelle ça? Tu sais? FLIR. F-L-I-R. F-L-I-R. Clear. Pour Ok. toutes les personnes qui en ont ras-le-bol de payer le leasing pour le Nervoscope ou de payer très très cher pour les autres instruments, achetez-vous un iPhone 5 et vous mettez le coque dessus et que vous avez un joli petit thermogramme. Ok. C'est, je fais des centaines et des centaines et des centaines d'images thermiques. Et tu t'éclates. Ah ouais, c'est super. OK, maintenant, thermographie, j'utilise toujours, maintenant pas avec chaque personne, j'utilise motion palpation. Chaque personne a le droit de motion palpation parce que parfois, ça me signale des choses de perturbation là, et ça c'est un bon pre and post, un paramètre de pre and post. La personne va mieux, il va pas mieux. Selon le palpation, je regarde toujours. Je fais les tests Est-ce que musculaires. justement, les gens qui n'ont pas de réduction de symptomatologie, mais que toi tu sens la motion palpation des choses différentes, et tu sais que c'est sur le bon chemin, est-ce que c'est un indicateur pour toi important de ton travail? Moi, j'ai changé carrément mon façon de voir. Si les gens n'ont pas un changement de symptomatologie, au moins partiel, immédiatement, j'ai pas fait mon boulot. Et ça, D'accord. c'est 180 degrés de ce que je faisais il y a une vingtaine d'années. Je dis qu'il faut laisser le temps pour le temps. Non. Il y a toujours, d'abord, en neurologie, on va analyser la douleur et on va dire, OK, cette douleur, est-ce que c'est quel type de douleur? Un peu chronique, un peu aiguë? Est-ce que c'est une algodystrophie? Bon, une algodystrophie, je me donne un peu plus de temps. Mais on devrait toujours pouvoir voir quel est le tissu qui génère ce douleur. Okay? On a les techniques maintenant, dans la chiro, en dehors de la chiro, nous avons les techniques pour nous dire, faire une bonne analyse de ce qu'est-ce que c'est que cette personne est en train de souffrir de quoi. Et ça, on devrait pouvoir faire ça à 80% du temps. Okay? Je dirais même 90% du temps et savoir. Donc, si nous sommes en train de faire quelque chose et que notre palpation et nos paramètres nous disent que c'est bon, et que c'est bon, et que le corps et la stimulation du système nerveux ne fait pas atténuer la douleur d'une façon significative tout de suite, on a loupé notre cible. On n'a pas compris le douleur. On n'a pas compris d'où ça vient. Vous savez, 80%, ça, on ne peut pas citer ça, mais une partie significative de votre énergie, de votre cerveau, c'est les inhibitions. Les interneurones inhibiteurs. Généralement, on utilise GABA, parfois glycine comme neurotransmetteur, mais c'est le GABA. C'est GABA aminobutyrique acide, si je me souviens bien. Et euh, c'est un neurone GABA, s'il fonctionne bien, il peut atténuer la douleur tout de suite. Donc, si vous n'êtes pas capable d'atténuer la douleur,
votre système d'atténuation ne fonctionne pas. Vous devrez toujours pouvoir faire ça. Maintenant, la personne va pouvoir avoir mal s'il fait une insulte à un tissu qui est blessé, où l'intégrité tissulaire n'est pas là. Un arrachement partiel de muscles, ligaments, les choses comme ça, ou un disque vraiment gonflé et chaud, fissuré, avec sointre, des choses inflammatoires autour, où vous devrez pouvoir identifier les questions de toxicité de personnes là. Et dans ce moment-là, si c'est hyper toxique, vous allez trouver des points de gâchette, toujours associés avec les segments vertébraux impliqués et dans les muscles cibles de cette vertèbre-là. Par exemple, les douleurs dans le ventre de l'épaule, 80% du temps, vous pouvez réduire à 50% sur le champ une irritation dans l'épaule en cherchant des points de gâchette derrière dans le supra-infraspinatus, qui est sous-épineuse ou sous-épineuse. Et que ça, c'est 80% du temps, tu vas atténuer au moins 50% de ces douleurs sur le champ. Si tu as des migraines et des maux de tête, des choses comme ça, ou tu as un vrai problème hormonal, séparation des hormonal dépendant avec une cascade neurologique, tu vas pouvoir atténuer ça en partie, mais qu'il faut attendre quand le système hormonal ça change. Okay? Mais les maux de tête là, personne vient dans ton cabinet, 80% du temps, tu devrais pouvoir trouver les moyens pour court-circuiter ces douleurs parce que ces douleurs sont rationnelles, sont organisées par le corps d'une façon rationnelle et intelligente. Le corps n'est pas simplement stupide, il n'organise pas ses symptômes pour rien. Il y a une certaine logique dans 80% des symptômes, mais tu devrais pouvoir faire 50% du temps, 80% des personnes, une atténuation de douleur pour que ça sorte. Il m'a fait ça, je sens ça. Pourquoi? Parce que quand vous avez augmenté l'intégrité neurologique, le cortex fait son boulot d'inhibition. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez fait au moins une fois dans votre vie une bonne cuite? Jamais, jamais, jamais. Jamais? Si. Okay, voilà. Le pire moment. C'est pour ça que je bois plus d'ailleurs. De toute façon, vous avez pris leçon, c'est bien. Ça veut dire que vous avez un cerveau qui peut pas Oui, je apprendre. sais qui marche, ça va. C'est quand le pire moment de cette cuite? C'est quand le pire moment? C'est le matin, hein. C'est pour se lever. Voilà, le matin quand vous levez. Pourquoi? Ah, parce qu'on est frais. Non, c'est parce que votre cortex est atténué. Et que quand vous levez le matin, vous avez deux types de douleurs. Vous demandez tout de suite vos patients, est-ce que les douleurs c'est pire le matin ou pire le soir? Si c'est pire le soir, c'est plus dans notre domaine immédiatement parce que c'est un problème mécanique. Ok? Vous reposez, ça va mieux. Vous activez, ça va pire. Mais la personne qui dit, ah, je me lève, j'ai 90 ans, au bout du couloir, j'ai 80 ans, après les deux, j'ai 70 ans, et si je bouge assez, mais pas trop, ça va mieux. C'est quoi? Ça, c'est l'activation du cerveau et l'atténuation de douleur. Parce que nous avons, chacun de nous, 24 heures sur 24 heures, on a mal partout. Mais on ne le sent pas. Parce que tous les naked nerve endings sont toujours activés. Donc nous avons toujours une activité où on pourrait être douloureux. Et les vieux personnes qui ne bougent plus, okay, ils sont mal tout le temps. Donc ils sont obligés de faire un petit rocking et des choses comme ça. Ouais. Ou prenez cachet tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'atténuer. Un cerveau qui marche bien, atténuer ça très bien. Mais un cerveau qui était blessé par l'éthanol, qui c'est une neurotoxine, ne fonctionne pas. Plus la toxicité dans les tissus, vous avez activé ces neurones, l'alcool irrite les nerfs aussi. Donc, les nerfs irrités, plus le cerveau est atténué. Donc, fermez la lumière, c'est trop fort. Eh non, chut, parlez pas si fort, parlez soit. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Vous savez, on a la même chose quand on a une grippe de tonnerre. Jamais remarqué, une grippe, c'est comme une gueule du bois. C'est le même type de douleur. Ça fait mal dans les os, ça fait mal dans les cheveux, les dents ils ont mal, les cheveux ils ont mal, les yeux font mal. Voilà. Et que quelqu'un en train de mourir de maladie dégénérative souffre de la même façon. De plus, le cortex n'est pas activé correctement. Et une des plus grandes choses qui active notre cortex, c'est ce système graviceptif qui est notre colonne vertébrale et les extrémités. C'est une constante stimulation pour le cortex. Votre cervelet est directement branché à la cortex frontal de l'autre côté. Vous avez une atrophie dans un cervelet ici, je vous garantis 100%, vous allez avoir les signes d'atrophie ici. Ils sont dépendants l'un sur l'autre. Et donc, dans ton centre chiropratique, tu prends en charge, enfin, tu parles aussi aux patients de tout ce qui est chimique, leur façon de manger, leur façon de boire, leur façon de fumer, etc. Tu prends en charge ce côté-là aussi? Ça, j'ai nettement moins de succès parce que là où j'habite, c'est une ville très travailleur, une ville très très à gauche et très assistée.
Et les gens ne veulent pas, je dirais, ça c'est 3 sur 5, ne veulent pas faire les efforts. Ok. Ils veulent venir, ils veulent être guéris avant hier, et que si je dois leur demander de changer d'exercice, de changer autre chose, c'est parce qu'ils veulent. Mais les clients qui sont prêts d'écouter, je leur donne, je utilise, vous savez, moi, il y a très peu d'originalité chez moi. J'ai découvert 4 ou 5 choses, par exemple, certains tests spécifiques pour comparer les jambons et les miches, c'est-à-dire les fessiers Et les ça? glous. Voilà, tout à fait. Certains musclés. Je teste très peu. J'ai abandonné, je sais pas abandonné, j'utilise très peu EK pour un test musculaire spécifique. Je teste les muscles en groupe. Et quand je D'accord. teste, par exemple, prochaine fois, vous testez les fessiers, mais mettre la main sur l'épaule le même côté, testez le fessier. Mettre la main sur l'épaule l'autre côté, testez le fessier. Vous n'aurez pas la même réaction dans le fessier. Ok. Okay? Et ça Voilà. pourquoi? Parce que le corps ne va pas intégrer, si la personne a un problème avec le gate mechanism, Donc il c'est le va gate. Ok. problème croisé. Si un problème a un problème plus orienté vers l'hémisphère cité, le problème va être sur le même côté. Mais vous pouvez activer le système trouvant les points de gâchette dans les points spécifiques dans le corps. Activer ces points de gâchette, le cortex dit OK, les muscles se réintègrent et la personne est étonnée parce que tout d'un coup, il peut tenir sa jambe dans l'air. Donc, j'utilise recrutement pour différentes choses. C'est ces 2 cas de spinal cerebral atrophy qui marchaient mieux juste après un ajustement des dorsales. En personne, j'avais besoin qu'il chante une petite chansonnette dans sa petite tête et il marche avec les rythmes de cette chanson et il marchait presque normalement. Ah, c'est cool. Un autre, il fallait qu'il fait un tout petit mouvement des yeux sur le côté et bouger la tête un petit peu comme ça et que je l'ai fait un petit mini ajustement de C2, C3 parce qu'il est tellement bloqué. Tap, 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 fait marcher tout de suite. Tap, 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 tap. À un moment donné, c'était un peu trop. J'ai dit, OK, stop, ça suffit. Parce que, petit ajustement de plus, je Ouais. fais le système. L'ajustement de trop. C'est comme le verre d'alcool. Le petit verre de plus, c'est le petit verre de trop. On a tous vu un bon ajustement. Bam, voilà, la personne s'est tout à fait ravie. Il vient bien, il revient la deuxième fois. Bon, c'était bon la première fois, c'était bien encore bon. Parce que 2, 3 critères dit qu'il faut faire. Boum, comme ça, il revient. Mais je ne sais pas ce que vous avez fait, mais j'ai perdu tout le bénéfice. Le chiro qui dit que ça ne m'a jamais arrivé, c'est ou plus fort que moi ou c'est un menteur. Ok. Bon, Chuck, c'est magnifique, ça va faire une belle heure qu'on parle ensemble. Ouais. On pourrait encore continuer à parler sans aucun problème. On va quand même conclure cette entrevue par une question. Je voudrais que tu nous parles un petit peu du futur de la chiropractique, le futur de la neurochiropractique. Comment tu vois, toi, ces prochaines années? Ok. Quels sont... Si tu veux voir le futur neurochiro, tout ce que tu as à faire, c'est aller sur le site Carrick Institute. Branche-toi sur les forums, écoutez les conversations. Écoutez les conversations de praticiens qui font tout ce boulot-là. Ça, c'est le futur neurochiro. Si vous voulez le futur neurochiro, vous allez voir Raphaël Royer sur le côté atlantique. Allez dans son cabinet voir. Parce que, vous savez, chaque professeur, s'il vaut un clou, veut que ses élèves le dépassent. Ouais. Donc, je suis très content de dire, c'est dans bien des domaines, c'est un de mes élèves qui m'a dépassé. Eh bien, Est-ce et qu'ils c'est... peuvent, est-ce qu'ils peuvent venir te voir, à toi? Pardon? Est-ce que les étudiants peuvent venir te voir? Oui, mais on fait un petit rendez-vous avance. On fait ça ou un mardi matin ou un samedi matin parce que je veux pas que les gens soient là je travaille dans un après-midi parce que si je prends le temps d'expliquer, ça fout le pagaille dans mon planning. Ça, c'est sûr. Et que ça vaut pas la peine qu'ils soient là si je peux pas expliquer. Donc Et je le, préfère qu'ils vont venir trier un petit peu, faire un peu moins. Au départ, je prenais des cas un peu compliqués pour les montrer les cas compliqués, mais les pauvres étaient un peu intimidés. Donc je prends les cas un peu plus banals, mais que je montre qu'on peut prendre un cas qui, pour un chiro qui pourrait faire peut-être en 4 ou 5 minutes, crac, 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 ça marche bien. Mais moi, je vais compliquer. Moi, je veux que l'élève vienne ici. Voilà, maintenant, la personne fait ça pour ça et à cause de ça. Et si on intervient dans ce sens ici, on voit les changements ici qu'on peut mesurer. Et en plus, comme cerise sur le gâteau, la personne sent mieux. Quels sont tes rêves pour le futur de notre profession? Quels sont tes désirs? Oh, moi, OK. Le premier rêve, pour moi, ça serait que nous, les chironeuro en France, on a le droit d'aller à l'institut et faire un cours supplémentaire pour les élèves de neuroclinique. L'interface entre le patient, le chiro et la neurologie en clinique et qu'on peut avoir un peu de temps dans la clinique
avec des autres qui sont en train d'avoir des problèmes avec des patients à problème, on les voit, mais aussi on s'ajuste les uns les autres, mais en utilisant les bases de neuroplasticité, des agences transneuronales et les circuits, c'est-à-dire le longitudinal level de lesion, les lésions longitudinales, c'est une lésion. Les lésions physiologiques, comparé les lésions dures. Un nerf qui est mort, vraiment blessé sévèrement, contre un nerf qui est simplement qui manque d'inhibition et excessif, ou un groupe de neurones qui manque de stimulation, qui sont plutôt en bas fonction. Et que ça, c'est ce que j'aimerais faire. Ok, super. De mon carrière, ça me plairait beaucoup d'être à Paris un jour tous les 15 jours ou un jour par semaine, quelque chose comme ça, pour organiser des cours pour que les élèves qui sont branchés sur ça puissent venir apprendre, mettre la main dans le cambouis, mais vraiment apprendre la neurologie. Et quand ils ont passé un certain niveau-là, aller chez Raphaël. Je sais que Denis, à l'ami, il a un petit rêve fou, il veut rapatrier tout ce qu'il a fait Raphaël, mettre ça à Paris, pas loin de l'Institut, et faire une clinique un peu comme ça. Why not, hein? Ce serait un beau projet, ça, pour la Ouais. Kiro. Bon, à 305 ans, je commence à avoir envie de ralentir un petit peu. Je commence à bichonner un peu ma propre santé, mais de toute façon, j'avais qui on m'avait dit l'autre jour, vous allez prendre votre retraite quand même, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je ne vais pas prendre ma retraite, je vais toujours travailler. Je ne serai peut-être pas là tout le temps. J'ai probablement crevé sur mon table d'ajustement, mais pourquoi arrêter? Qu'est-ce qui te pousse tous les matins à aller au câble? Curiosité. Curiosité, ouais. Apprendre plus. On sent que tu as envie encore d'enseigner plus, donc, chers étudiants, ceux qui nous ont écoutés, on sent que tu as encore envie d'enseigner, que tu as encore envie de partager, que c'est vraiment quelque chose qui est au fond de toi, ce partage. Et Ouais. donc, si les étudiants nous écoutent, mettez-vous en contact avec Raphaël, avec Chuck. Regardez ce que vous pouvez faire pour les faire venir sur Paris de temps en temps pour qu'ils puissent venir partager avec vous ces connaissances qui n'ont pas de prix. Et Ouais, ouais. vraiment, j'ai passé une très belle heure avec toi, Chuck. J'ai un projet, je suis en train de faire des premières esquisses de PowerPoint et des choses comme ça, d'organiser une entrée un peu moins douloureuse dans la chiro, avec des choses pratiques tout de suite à faire lundi matin, un autre regard sur la posture, un autre regard sur le neurologie, ça passe simplement de connaître les symptômes et des circuits, mais un autre regard, et aussi des choses intéressantes pour, vous savez, n'importe quelle technique, n'importe laquelle. Je n'ai jamais vu aucune technique qui est inutile. Chacun j'ai utilisé est utilisable. Mais de temps en temps, vous avez un vis et le marteau, c'est pas le meilleur outil. OK? Et le problème, si le seul outil que vous avez, c'est un marteau, tout le monde va se rassembler en clou. Et ça va pas toujours marcher comme ça. Donc, les différentes techniques, il y a une seule technique que je condamne, et que ça, c'est le pure Stillwagon technique, l'ajustement de C5. Vous êtes face down on the table et vous faites un toggle jusqu'en profondeur comme ça. C'est dangereux. Ne le faites pas et ne laisse jamais personne vous faire ça. C'est Ok. dangereux. C'est le bénéfice, les bénéfices et risques. Bon, Non. d'accord. Voilà. Double rotary break, je dis à un des élèves, si vous êtes tenté, allez dans vos cabinets, faire craquer la nuque à droite, craquer la nuque à gauche. Vous aurez dû passer votre temps dans une école d'ostéopathie parce que ça, c'est pas le chiro. Allez, un dernier scud. Technique, voilà, très bien. Chuck, merci beaucoup. C'était vraiment super de pouvoir partager cette heure avec toi. Je me suis régalé et je suis sûr que ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout vont se régaler. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt à Paris, pourquoi pas, pour un séminaire Chiro Neuro. On peut même faire un deuxième chapitre de ces jours parce Et que oui, parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore abordées. C'était là. Il n'y a pas de problème, ça sera sûrement un Chuck Nelson 2, comme les Star Wars, comme les Star Trek, on aura un Chuck Nelson 2. problème. Merci beaucoup Chuck, prends soin de toi. Ciao, ciao. À bientôt, bye.